Alors, pour le cours de mardi 4 janvier en physique, donc nous allons attaquer le chapitre grand 2 de la partie électromagnétisme. Donc le chapitre grand 1 concernait le transport des charges électriques. Et dans le chapitre grand 2, donc, on va voir un petit peu les conséquences de l'existence de ces charges électriques. Alors, grand 2, le champ électromagnétique. L'acronyme grand EM, il faudra le connaître, parce qu'il remplacera électromagnétique plein de fois. Donc petit 1, les équations de Maxwell. Alors on va planter le décor. Dans un référentiel donné, on s'intéresse à une distribution de charge électrique, grand D. Cette distribution de charge électrique est donc décrite macroscopiquement par une distribution de charge avec ρ, la densité volumique de charge en coulomb mètre moins 3, et le vecteur J, le vecteur densité de charge électrique, en coulomb mètre moins 2, seconde moins 1. Rho est un champ scalaire, dans le cas général, il peut dépendre du point P et du temps, et le vecteur J est un champ vectoriel qui peut dépendre du point P et du temps. Ils sont définis bien sûr autour du point P, en réalité, sur un élément de volume d'étau, de l'ordre du micromètre cube classiquement, ça peut être un peu plus grand dans les plasmas, mais de l'ordre du micromètre cube classiquement, donc d'étau, on n'oublie pas que à l'œil nu, c'est un point, mais qui contient énormément, un nombre exceptionnel de charges élémentaires. Ensuite, en un point M quelconque, on envisage une charge Q, un électron, un proton, un ion, peu importe, qui à la date T donc se trouve au point M, dans le référentiel donné, avec une vitesse V indice Q à la date T. Bien, alors, ce qui est fondamental en électromagnétisme, le postulat de base, c'est la force de Lorentz. Alors on en a déjà parlé avant les vacances, donc l'interaction, l'action, la force, exercée par toute la distribution D sur cette charge Q, s'exprimera de cette manière-là à la date T. Donc Q fois le vecteur E, plus Q VQ vectoriel le vecteur B, avec E le champ électrique créé au point M à la date T par cette distribution de charge, et B le champ magnétique créé au même point M à la même date T par la distribution de charge. V indice Q, c'est bien la vitesse effectivement de la charge qui est en M à la date T. Alors bien sûr, ce qu'on vient d'écrire, c'est l'expression de l'interaction de Lorentz, donc de la force de Lorentz en Newton, c'est une vraie force, exercée par la distribution de charge D sur la charge Q qui se trouve en M à la date T. C'est la définition du champ électromagnétique. En fait, le postulat fondamental, c'est l'expression de la force de Lorentz. Et on en déduit la définition du champ électromagnétique au point M à la date T, créé par la distribution de charge électrique D, et exprimé dans le référentiel, puisqu'on verra tout à l'heure que un changement de référentiel provoque une modification du champ électromagnétique, vous allez voir. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours préciser par rapport à quel référentiel on travaille. Indirectement, on le comprend, puisque le vecteur J fait intervenir des vitesses, la force de Lorentz fait intervenir une vitesse, donc on se doute bien que le référentiel, le choix du référentiel est important. Ce champ électromagnétique, c'est un couple de deux champs vectoriels, le champ électrique E, le champ magnétique B. Ces deux champs vectoriels n'ont pas la même dimension. Ils permettent tous les deux d'exprimer une force, donc la force électrique QE et la force magnétique QVQ vectoriel B. Le champ électrique est en volt mètre moins 1, le champ magnétique est en Tesla. Enfin, je ne l'ai pas réécrit puisque ça on l'avait vu avant les vacances. Cette définition du champ électromagnétique est valable n'importe où, n'importe quand, quel que soit M, quel que soit T. Et cette définition, elle est même valable si le point M, il est dans la distribution. Donc on peut évidemment s'intéresser à l'action donc de la distribution de charge en entier sur un tout petit morceau, une toute petite partie de cette distribution, ou sur une charge Q qui se trouverait à l'intérieur de la distribution. Alors sans rentrer trop dans les détails, implicitement ça veut dire qu'à ce moment-là, E et B, c'est un champ électromagnétique macroscopique, moyen. C'est-à-dire qu'on a fait une moyenne sur un élément de volume d'étau. Alors que si la charge Q est dans le vide, là on n'a pas besoin de dire que c'est un champ électromagnétique macroscopique. C'est le champ électromagnétique tout court. Donc cette définition du champ électromagnétique, donc du couple EB, va nous permettre d'expliquer qu'on pourra exprimer la force de Lorentz dans toutes les situations, sur n'importe quelle charge Q, en n'importe quel point M, à n'importe quelle date T, même si la charge Q est dans la distribution. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, ce champ électromagnétique, il existe en M à la date T, même s'il n'y a pas de charge Q, même s'il n'y a pas de force. On dit alors que c'est une potentialité d'interaction, une interaction possible.
Même si, méfions-nous, j'ai mis des guillemets, puisqu'une interaction, c'est une force, c'est en newton, et que le champ électromagnétique, bah, c'est pas des newtons, puisque E, c'est des volts mètre moins 1, et B, c'est des Tesla. Mais ce champ électromagnétique permet, effectivement, d'expliquer l'existence d'une interaction si une charge Q passe en M à la date T. On verra même un petit peu plus tard que ça prouve l'existence d'une énergie disponible. La présence d'un champ électromagnétique en M à la date T, eh bien, caractérise la présence d'une énergie, une énergie qui est disponible, que va pouvoir utiliser une charge Q qui passerait en M à la date T avec une certaine vitesse. Encore une fois, j'ai mis des guillemets puisque le champ électromagnétique, c'est pas une énergie, c'est pas des joules. Mais ça permet d'expliquer qu'il y a une énergie disponible en M à la date T, qu'il y a une interaction possible. Donc ce champ électromagnétique, en fait, il est défini grâce à la force de Lorentz, mais il existe même s'il n'y a pas de force, même s'il n'y a pas de charge Q en M à la date T. Alors, pour avoir une image pas trop abstraite du champ électromagnétique, la meilleure chose, c'est la lumière. La lumière émise par exemple par le Soleil qui traverse tout l'espace pour atteindre effectivement la Terre, eh bien dans l'espace, il y a donc de la lumière, il y a donc un champ électromagnétique, puisque la lumière, c'est une onde électromagnétique, c'est la propagation d'un champ électromagnétique. Il y a donc du champ électrique et du champ magnétique. Or, en traversant l'espace, bah, il n'y a pas forcément des particules, d'ailleurs en théorie il n'y a pas de particules, il y en a un petit peu en pratique, mais il n'y a pas forcément des interactions. Cette énergie transportée par l'onde électromagnétique, par le champ électromagnétique, n'est pas forcément utilisée par des charges quand la lumière traverse l'espace. Alors maintenant, la problématique, c'est de se dire, ok, le champ électromagnétique, il permet d'exprimer dans toutes les situations, partout, tout le temps, l'interaction électromagnétique, donc la force qu'exerce une distribution de charge sur un système, une charge qui se trouve en M à la date T. Mais maintenant, comment exprimer, comment prévoir l'expression du champ électrique et du champ magnétique créé en M à la date T si je connais la distribution de charge D. C'est-à-dire si je connais le champ scalaire ρ et le champ vectoriel J, si je connais la distribution de charge en tant que telle, comment je peux prévoir le champ électrique et le champ magnétique, donc le champ électromagnétique créé en tout point M à toute date T. Alors cet enjeu, effectivement, eh bien, il a trouvé une solution à la fin du 19e siècle grâce à Maxwell, à travers un jeu, un système de 4 équations locales, qui paraissent assez compliquées comme ça à première vue, les 4 équations de Maxwell. Alors bien sûr, Maxwell ne les a pas énoncées en 1864 en se levant le matin, ça a mis bien sûr des dizaines, des décennies, des dizaines d'années. Il a utilisé bien sûr des travaux antérieurs, notamment les travaux de Coulomb au 18e siècle, les travaux de Gauss, de Thomson, de Faraday, d'Ampère, enfin vous avez compris, vous allez retrouver ça dans les noms. Mais c'est lui qui a fait la synthèse, c'est lui qui a fait effectivement la conclusion. Donc, ces 4 équations de Maxwell, que nous allons bien sûr énoncer, c'est un jeu de 4 équations, et si on utilise ces 4 équations, on est sûr, dans toutes les situations, pour tout point M à toute date T, de pouvoir exprimer le champ électrique et le champ magnétique créés par n'importe quelle distribution de charge électrique. Donc en fait, ces 4 équations de Maxwell sont nécessaires et suffisantes dans toutes les situations électromagnétiques. Alors bien sûr, la résolution de ces 4 équations peut s'avérer très très complexe, très très compliquée, même avec l'outil informatique. Ce ne sera pas votre but, évidemment, à vous cette année, mais de comprendre que la solution de ces 4 équations, elle est bien unique. Donc on obtient bien un unique champ électromagnétique en M à la date T créé par une distribution de charge des données. Alors, ces 4 équations. La première fait intervenir l'opérateur divergence, que vous connaissez déjà, puisqu'on l'a abordé en transport, en phénomène de transport et en mécanique des fluides. La divergence du champ électrique est égale à ρ sur epsilon 0. Vous remarquez que c'est au même point M à la même date T. C'est donc bien une équation locale qui est valable en un point M à une date T. On a donc rendu local, on a caractérisé un phénomène physique, donc une propriété de l'électromagnétisme, localement en un point M à une date T. On retrouve la densité volumique de charge ρ, qui a bien été définie, qui est bien connue. Encore une fois, évidemment, si le point M il est dans une distribution de charge, donc si ρ n'est pas nul, c'est un champ électrique macroscopique. Et ça, bon, c'est pour la philosophie, si vous voulez, ça ne va pas vous déranger plus que ça. Si ρ égale 0, on est dans le vide, bah, c'est un champ électrique tout court, pas forcément macroscopique. Alors, epsilon 0 est une constante universelle, dont on parlera un petit peu plus tard, même si vous en avez déjà entendu parler, notamment quand vous avez vu la force de Coulomb. On appelle cette équation l'équation de Maxwell-Gauss, car en effet, on verra un petit peu plus tard que grâce à cette équation, on va pouvoir démontrer un théorème célèbre qui est le théorème de Gauss. La deuxième équation de Maxwell fait intervenir aussi l'opérateur divergence, mais cette fois-ci appliqué au champ magnétique.
Et la divergence de B, là c'est facile, c'est toujours égal à 0. Toujours. Quel que soit M, quel que soit T, quelle que soit la situation, la divergence de B est toujours nulle. On y reviendra, ça veut bien dire que le champ vectoriel B est toujours un champ vectoriel à flux conservatif. Toujours. On l'appelle l'équation de Maxwell-Thomson. J'en dirai pas plus pour l'instant. Qu'on soit dans le vide ou dans une distribution de charge, de toute façon, il n'y a pas ρ ni j qui interviennent, ça ne change rien. Ensuite, les deux autres équations de Maxwell font intervenir un opérateur d'analyse vectorielle qui est nouveau pour vous. Alors c'est le dernier, hein, il n'y en aura pas d'autre. C'est l'opérateur rotationnel. On en parlera un petit peu après. On va le noter rot et on va mettre une flèche dessus puisque le résultat du rotationnel c'est un vecteur. On ne met pas de flèche sur le div. L'opérateur divergence s'applique à un vecteur et donne un scalaire. À droite du égal, vous avez un scalaire. L'opérateur rotationnel s'applique à un vecteur et ça donne un vecteur. À droite du égal, vous avez un vecteur. Alors ici, c'est moins dB sur dt, donc moins le taux de variation, donc la dérivée de B par rapport au temps. On l'appelle équation de Maxwell-Faraday, tiens, ça fait écho à la loi de Faraday, dont vous avez entendu parler en première année en induction, et évidemment, on va voir que c'est bien cette équation locale de Maxwell qui permet de retrouver la loi de Faraday, qui elle est macroscopique et qui est utilisée en induction. Donc le rotationnel du champ électrique, c'est moins dB sur dt. Et la dernière fait intervenir le même opérateur rotationnel, mais au champ magnétique. Le rotationnel du champ magnétique, c'est donc mu0j. On retrouve J, le vecteur densité de flux de charge électrique. Donc si J n'est pas nul, à ce moment-là, B est un champ macroscopique, défini sur un petit élément de volume des taux. On est dans la distribution de charge, si vous voulez. mu0 est une autre constante universelle dont vous avez déjà entendu parler, je pense, mais on va préciser tout à l'heure. Et là, il y a un deuxième terme. Le deuxième terme, epsilon 0, le même epsilon 0 qu'il y a là-haut, mu 0, dE sur dt, donc taux de variation, donc dérivée du champ électrique par rapport au temps. On l'appelle l'équation de Maxwell-Ampère, et on verra effectivement que ça fait intervenir un petit peu plus tard. Cette équation va nous permettre donc de démontrer ce qu'on appelle le théorème d'Ampère. Alors Ampère, c'est un français, c'est le seul français là-dedans, puisque Gauss, Thomson, Faraday, Maxwell étaient anglo-saxons. Non, Gauss, il était suisse, je crois, peu importe. Bien, on obtient donc une solution unique donc, en essayant de résoudre ce système de 4 équations. On voit bien qu'il y a un couplage, ces équations vont être couplées, puisqu'on voit bien qu'il y a E et B qui interviennent dans Maxwell-Faraday et dans Maxwell-Ampère, qu'il y a un couplage entre les sources et le champ électromagnétique, entre ρ et E, entre J, B et E. Il y a un couplage entre E et B directement, évidemment, dans l'équation de Maxwell-Faraday sans les sources. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on voit que tout ça, dans le cas général, c'est bien couplé. Tout est lié, tout est couplé, si vous voulez. Alors, il a fallu beaucoup de temps à Maxwell, surtout la dernière équation, celle de Maxwell-Ampère, le terme qui est ici, le deuxième terme. En fait, Maxwell l'avait oublié, entre guillemets, enfin, l'avait pas exposé, et il n'arrivait pas à expliquer le phénomène de propagation, justement, des ondes hertziennes, des ondes électromagnétiques qui existaient déjà à l'époque. Et il a dû rajouter ce terme pour expliquer justement la propagation des ondes électromagnétiques et que les ondes électromagnétiques, notamment la lumière, c'était bien un phénomène électromagnétique, puisque à l'époque de Maxwell, on n'en était pas sûr. Donc le couplage, on en a déjà parlé. Ces équations sont locales, ça veut dire qu'elles sont valables en un point m de l'espace à une date t. On a donc traduit localement des propriétés électromagnétiques à travers ces 4 équations. Elles sont valables dans toutes les situations. Elles sont linéaires. Alors ça, vous l'admettez pour l'instant, mais on va voir que l'opérateur rotationnel, il est linéaire, comme l'opérateur divergence. Les dérivées premières, bien sûr, c'est linéaire. Alors ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser le théorème de superposition, tout le temps. Alors, pour vous redonner un exemple, pour comprendre ce que ça veut dire, si vous avez une distribution de charge électrique D, si vous cherchez le champ électrique créé en un point M à une date T, créé par cette distribution, donc E, eh bien vous allez pouvoir dissocier. Dire que c'est comme si c'était le champ électrique E1 créé par la partie 1, plus le champ électrique E2 créé par la partie 2. Et le champ électrique E1, il s'exprime indépendamment de la partie 2, et le champ électrique E2, il s'exprime indépendamment de la partie 1. Donc en fait, le théorème de superposition, il est hyper puissant, il est hyper important, et philosophiquement, c'est pas si évident à comprendre. Et bien pour calculer le champ électrique total créé par toute une distribution, je peux faire comme si j'avais des sous-systèmes indépendants les uns des autres. Et ça, c'est pas évident puisqu'on se doute bien que la partie 1, elle est en interaction avec la partie 2. Donc ça, c'est hyper important que l'électromagnétisme se caractérise par des équations linéaires. Donc le théorème de superposition, il faudra l'utiliser et on verra que dans certaines situations, on n'aura pas le choix. Alors, on en vient à ces deux constantes universelles qui interviennent dans les équations de Maxwell.
Alors, il y a epsilon 0 qu'on appelle la permittivité du vide. Alors, ne me demandez pas pourquoi le mot permittivité, hein, c'est historique. Alors, ça vaut 8,85 10-12 farad mètre-1. Tiens, le farad, l'unité des capacités de condensateur. Vous n'avez pas à connaître par cœur cette valeur, évidemment. Mu0, la perméabilité du vide, pareil, le mot perméabilité, il a été choisi historiquement au 19e siècle. Alors là, c'est 4pi 10-7, Henri mètre-1. Henri comme l'unité des inductances en électronique. Alors par contre, ce qui est beau et ce qu'on pourra prouver un petit peu plus tard, quand on étudiera le chapitre sur les ondes électromagnétiques, c'est que le produit epsilon 0 mu 0 c carré vaut strictement, rigoureusement 1. C'est-à-dire que c'est la célérité des ondes électromagnétiques dans le vide, c'est strictement 1 sur racine de epsilon 0 mu 0. On le démontrera un peu plus tard. Pour l'instant, vous l'admettez. Et je vous rappelle que ça vaut à peu près, hein, pas strictement, à peu près 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, les ondes électromagnétiques, la lumière, les rayons X, les rayons gamma, les ondes radio, les ondes hertziennes, la Wi-Fi, tout ça, c'est un phénomène électromagnétique, évidemment. Bien, on en arrive maintenant à l'opérateur rotationnel. Il est temps de présenter un petit peu ce nouveau et dernier opérateur pour vous. Donc après le gradient, après l'opérateur divergence, l'opérateur laplacien appliqué à un scalaire et l'opérateur laplacien appliqué à un vecteur, qu'on avait vu en mécanique des fluides, on en reparlera en physique ondulatoire. Il nous reste le dernier, l'opérateur rotationnel. Alors l'opérateur rotationnel, comme son nom l'indique, va y avoir une histoire de rotation. Alors ça va pas être très clair en électromagnétisme, mais on reviendra sur la mécanique des fluides et vous allez mieux comprendre pourquoi on a utilisé historiquement ce nom. Donc dans un référentiel, on va imaginer donc un contour fermé. Alors exemple de contour fermé, un cercle, hein, bien sûr, mais ça peut être n'importe quoi, fixe, voilà, fermé. On va l'orienter, donc on va choisir une orientation pour ce contour. On va appeler Q un point quelconque et DL un petit vecteur déplacement élémentaire en mètres pour repérer effectivement ce déplacement. Et sur ce contour fermé, fixe, on va imaginer une surface ouverte, fixe, orientée, s'appuyant sur ce contour. Et on peut prendre n'importe laquelle. Par exemple, sur un cercle, je peux prendre le disque. Le disque S qui s'appuie sur ce cercle, effectivement, c'est une surface ouverte, fixe, orientée, on verra tout à l'heure comment, mais qui s'appuie sur le contour. Mais sur ce cercle, j'aurais pu choisir une demi-sphère. J'aurais pu choisir un cône. J'aurais pu choisir un cylindre, une montgolfière, enfin, n'importe quoi. Du moment que ça s'appuie sur le même contour fermé. Alors, le théorème qui va suivre, on va pas nous expliquer pourquoi, mais le théorème est valable et parfaitement indépendant du choix de cette surface ouverte. Alors, rassurez-vous, dans la pratique, dans vos applications, à part le cercle et le disque qui s'appuient dessus, vous avez peut-être des situations où c'est un carré et un rectangle et on prend la surface qui s'appuie sur le carré ou le rectangle. Mais bon, je suis obligé de vous présenter le théorème dans le cas général, mais bon, vous en pratique, le choix de la surface ouverte, ce sera toujours très simple. Alors par contre, l'orientation. Alors là, l'orientation, c'est pas compliqué, cherchez pas à complexifier ça. Vous allez utiliser la règle de la main droite. Alors la règle de la main droite, ça veut dire que le contour orienté, eh bien, vous prenez votre main droite, vous prenez tous vos doigts sauf le pouce, et vous orientez le contour avec vos doigts. Le pouce vous indique le sens du vecteur ds. Voilà. Donc l'orientation du contour induit l'orientation de la surface ouverte. Voilà, ça c'est important, sinon vous allez faire des erreurs de signe en appliquant le théorème. Donc le contour fermé, il est orienté, vous choisissez cette orientation. Le choix de cette orientation va imposer le choix de l'orientation du vecteur ds. Alors le vecteur ds, comme d'habitude, comme pour les surfaces fermées, hein, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface. On appelle P le point de cette surface et ds un petit élément de surface de l'ordre du micromètre carré ponctuel à l'œil nu autour. Et le vecteur ds, j'aurais pu l'orienter vers le haut, vers le bas. Hein. Et bien là, le choix de son orientation dépend du choix de l'orientation du contour fermé. Donc voilà pourquoi, avec la règle de la main droite, si le cercle vous l'orientez comme ceci, vous avez le vecteur ds qui est forcément orienté vers vous. Si vous aviez choisi l'autre orientation pour le cercle, vous avez le droit, il n'y a pas de problème, à ce moment-là, le vecteur ds, il est dans l'autre sens. Voilà, c'est très important. Alors désolé pour les gauchers, mais c'est la règle de la main droite. Alors le théorème en lui-même, le voilà. Alors il fait un peu écho au théorème de Green-Ostrogradski qui nous a permis de définir l'opérateur divergence, et lui, il va nous permettre de définir l'opérateur rotationnel. Alors là, on n'est pas en maths, donc nous c'est un outil qu'on va
qu'on va admettre, qu'on va utiliser, qu'on va apprendre à utiliser, mais ça reste un outil. Vous admettez que c'est valable, que effectivement le choix de la surface ouverte importe peu importe. Vous, c'est un outil. Alors, le théorème s'appelle le théorème de Stokes-Ampère. Alors, les anglo-saxons l'appellent théorème de Stokes tout court, mais nous on va mettre Stokes-Ampère, parce que Ampère c'est un français de Clermont-Ferrand, Cocorico. Donc, théorème de Stokes-Ampère. Alors, le théorème de Stokes-Ampère, il nous dit que la circulation d'un vecteur quelconque, alors j'ai choisi le vecteur B, champ magnétique, mais j'aurais pu choisir le vecteur E, j'aurais pu choisir un vecteur quelconque, mais bon, c'est pas la peine d'être abstrait. Donc, la circulation d'un champ vectoriel, B, sur le contour, donc le domaine d'intégration c'est le contour, donc j'appelle Q un point quelconque, comme tout à l'heure sur le contour, et dl un petit élément de ce contour. Et bien la circulation d'un vecteur sur un contour, c'est tout simplement donc l'intégrale simple de B scalaire dl. Donc il y a un produit scalaire, d'où l'orientation importante pour ne pas faire d'erreur de signe. On met un rond sur le domaine d'intégration puisque le contour est fermé. On avait fait la même chose pour les flux sur des surfaces fermées, on mettait un rond. Mais là, c'est une intégrale simple puisque l'élément d'intégration, c'est dl, c'est une longueur. On appelle ça une circulation. Alors on peut calculer la circulation du champ magnétique, du champ électrique, la circulation d'une vitesse, la circulation d'un moment cinétique, voilà, de n'importe quel vecteur. Donc circulation du champ B, ici. Alors elle est égale à quoi? D'après le théorème de Stokes, elle est égale à l'intégrale double sur une surface, donc au flux, de rotationnel de B, coucou, le voilà, l'opérateur rotationnel, scalaire ds. Alors là, on ne met pas de rond puisque c'est pas une surface fermée, justement, on a vu que c'était une surface ouverte, et que le théorème, il était valable quelle que soit la surface ouverte choisie. Donc on prend la plus simple, le disque pour le cercle, par exemple, sans se torturer, ça donnera de toute manière le bon résultat, et on pourra utiliser le théorème de la même manière. Donc on met le flux de rotationnel de B, à travers la surface ouverte S orientée que l'on a choisie, on met une flèche C, ça veut dire s'appuyant sur C. Voilà, et on peut prendre n'importe laquelle, la plus simple, ça change rien. Et c'est bien le flux du rotationnel de B, car le rotationnel de B est un vecteur. À travers S, là aussi, il y a un produit scalaire, donc l'orientation est importante. Et c'est pour ça que l'orientation de dl et l'orientation de ds sont couplées. On ne va pas indépendamment choisir l'orientation de dl et l'orientation de ds, c'est pas possible. Voilà, vous avez sous les yeux la définition de l'opérateur rotationnel. Le théorème de Stokes-Ampère permet de définir l'opérateur rotationnel, permet de transformer une intégrale simple, une circulation, sur un contour en intégrale double sur une surface, ou réciproquement. Comme tout théorème, il est vrai dans l'autre sens, la réciproque est vraie aussi. Donc le théorème de Green-Ostrogradsky permettait de définir l'opérateur divergence, permettait de transformer une intégrale double en intégrale triple, ou une intégrale triple en intégrale double. Le théorème de Stokes-Ampère, c'est une intégrale double en intégrale simple, ou une intégrale simple en intégrale double. Là encore, le dessin est indispensable, car sinon, ça veut rien dire. Évidemment que c'est pas pour n'importe quelle circulation, n'importe quelle surface S. Hein, C et S sont liés, puisque S s'appuie forcément sur C et on doit respecter une orientation. Voilà. Vous avez donc la définition de l'opérateur rotationnel qui intervient dans les deux dernières équations de Maxwell. Alors, l'opérateur rotationnel proprement dit, vous avez uniquement à savoir le calculer en cartésienne, je vais vous expliquer comment. En cylindrique et en sphérique, eh bien, on vous donnera un lexique, un formulaire, hein, évidemment. Alors, l'opérateur rotationnel, en fait, il est équivalent à ce qu'on appelle nabla vectoriel. Alors, nabla, c'est un opérateur, là aussi. L'opérateur nabla et nabla. L'opérateur nabla, il s'écrit comme ça. Donc, une espèce de delta à l'envers avec une flèche, puisque c'est un vecteur. Nabla vectoriel. Et l'opérateur nabla en cartésienne, hein, c'est tout simplement d sur dx, d sur dy, d sur dz sur les directions x, y, z. Voilà. Alors en effet, un rotationnel en cartésienne, et uniquement en cartésienne, vous amusez pas à faire ça en cylindrique ou en sphérique, de toute façon on ne vous le demandera pas, vous aurez un formulaire. L'opérateur rotationnel en cartésienne, ça revient effectivement à faire nabla vectoriel. Donc j'envisage un vecteur B quelconque, pas forcément un champ magnétique, hein. Dans la base cartésienne x, y, z, il a donc trois composantes, dans le cas général, b indice x, b indice y, b indice z, et ces trois composantes dépendent de x, y, z, t, peu importe, c'est général. Pour calculer le rotationnel appliqué à ce vecteur b, eh bien on va faire nabla vectoriel b. C'est-à-dire qu'on va faire d sur dx, d sur dy, d sur dz, vectoriel bx, by, bz. Alors pour calculer un produit vectoriel en cartésienne, je vous propose une méthode. Si vous en avez déjà une que vous aimez bien, vous la gardez, il n'y a pas de problème. Le but c'est de ne pas se tromper. Je vous conseille de ne pas apprendre par cœur l'expression du rotationnel de Beer cartésienne, parce qu'il y a trop de sources d'erreurs avec le signe moins, etc. Voilà. Systématiquement, faites nabla vectoriel, et après vous vous débrouillez avec votre méthode ou la mienne pour calculer le produit vectoriel. Alors la première composante de rotationnel de B, donc du produit vectoriel, c'est donc d
2bz sur dy moins d2by sur dz, la règle du gamma. Je l'ai écrit en rouge ici. La deuxième composante, d de bx sur dz moins d de bz sur dx. Et la troisième composante, d de by sur dx moins d de bx sur dy. Voilà. Voilà, c'est tout. Vous avez les trois composantes. Alors bien sûr, c'est très compliqué à apprendre par cœur sans se tromper, hein, donc moi je vous conseille de retenir la méthode du nabla vectoriel. Donc voilà comment on calcule l'opérateur rotationnel en coordonnées cartésiennes. Alors évidemment, euh, le rotationnel dans les autres systèmes de coordonnées, vous l'avez sur le formulaire que j'ai déjà mis sur le pronote plusieurs fois, hein. Donc en cylindrique, voilà ce que ça donne, et en sphérique, voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez, donc c'est compliqué, hein. Donc vous amusez pas, et bien sûr, à essayer de retrouver le rotationnel en cylindrique ou en sphérique. C'est pas votre objectif en physique. Alors ensuite, quelque chose que vous allez par contre apprendre par cœur, c'est que l'opérateur divergence et l'opérateur rotationnel sont liés par une relation très simple. C'est que div de rod de B, ça vaut toujours 0. Voilà, quel que soit M, quel que soit T, quel que soit le vecteur, peu importe. Donc div de rod de B, c'est toujours nul. Alors en effet, on prend bien la divergence d'un vecteur, et le rotationnel, c'est bien un vecteur. Donc il n'y a rien d'incohérent. Et la divergence d'un rotationnel, ça fera toujours identiquement 0. Alors ça, c'est hyper important à retenir. Encore une fois, vous l'admettez, vous pouvez le vérifier en cartésienne si ça vous amuse, si vous avez du temps à perdre, mais en tout cas, c'est valable tout le temps, dans toutes les situations. Il y en aura d'autres, des relations entre les opérateurs d'analyse vectorielle, mais celle-là, elle est vraiment à retenir par cœur, très utile. Alors on va pouvoir tout de suite regarder ce que ça donne avec les équations de Maxwell. Alors en effet, dans l'équation de Maxwell en paire, j'avais ρ de B. Donc si je prends la divergence de ρ de B, alors de l'autre côté, ρ de B c'était mu0j plus epsilon 0 mu0 d2 sur dt. Les opérateurs sont linéaires, hein. Donc la divergence d'une somme, c'est la somme des divergences. Je peux sortir les constantes puisque divergence est rotationnelle. Alors ici, divergence, ça revient à des dérivés. Donc on dérive pas, enfin les constantes, on peut les sortir des dérivés. Donc ça fait mu0 div de j plus epsilon 0 mu0 d sur dt div 2. Ah, là j'ai fait un petit truc qu'il faut que j'explique. J'ai appliqué le théorème de Schwarz. Le théorème de Schwarz, il vous dit que la divergence de dE sur dt, c'est d sur dt div 2. Pourquoi? Parce que l'opérateur divergence, il est purement spatial, il n'intervient que sur les coordonnées d'espace, donc sur les variables x, y, z, et la dérivée temporelle sur le temps, donc c'est parfaitement indépendant, donc je peux intervertir les deux dérivés, ça ne change rien. Encore une fois, en maths, il peut y avoir des difficultés, en physique, ça marche toujours, il n'y a pas de souci. Donc nous, systématiquement, on pourra intervertir les dérivés temporelles et les opérateurs div, rot, grade, etc. Donc voilà pourquoi j'ai mis directement d sur dt de div 2. Et div de E, bah, d'après l'équation de Maxwell-Gauss, c'est ρ sur epsilon 0. Div de rho de B, c'est forcément égal à 0, puisque si je prends la divergence d'un rotationnel de n'importe quel vecteur, je vais tomber sur 0. Et je tombe sur, tiens, l'équation locale de conservation de la charge électrique. Div de J plus d ρ sur dt égale 0. En effet, je peux retirer le mu 0 parce que c'est égal à 0. Div de E, c'est ρ sur epsilon 0. L'epsilon 0 simplifie. Je retombe strictement et rigoureusement sur l'équation locale de conservation de la charge électrique. Bon, c'est pas une grosse surprise. Heureusement, l'équation locale de conservation de la charge électrique, qui est parfaitement universelle, que l'on a démontré dans le chapitre grand 1 par un bilan de charge électrique, elle est évidemment compatible avec les équations de Maxwell. En fait, elle est incluse indirectement dans les équations de Maxwell. Il suffit de prendre la divergence de ρ de B. Elle est donc compatible avec les équations de Maxwell. Alors ça veut dire que quand on vous demande de démontrer l'équation locale de conservation de la charge électrique, sans autre précision, vous pouvez faire div de ρ de B, pas de problème. Par contre, si on vous demande de la démontrer par un bilan de charge électrique, ça va être un peu plus long, il faudra faire, comme dans le chapitre grand 1, un bilan de charge électrique. Mais en tout cas, elle est parfaitement incluse et compatible avec les équations de Maxwell. Alors, il y a une autre équation de Maxwell avec un rotationnel, c'était ρ de E égale moins d de B sur dt, l'équation de Maxwell-Faraday. Donc si je prends la divergence de ρ de E, ça fait donc moins la divergence de d de b sur dt. Je peux sortir le d sur dt, intervertir d sur dt et l'opérateur divergence. Et div de b, ça vaut 0. Donc div de ρ de E, ça vaut 0 puisque la divergence d'un rotationnel, c'est toujours nul. Et div de b, c'est nul. J'ai donc 0 égale 0, égale la tête à Toto, tout va bien, c'est parfaitement cohérent. Je retombe sur l'équation de Maxwell-Thomson. Ça veut dire qu'évidemment, toutes les équations de Maxwell sont compatibles entre elles, heureusement. Alors avant de passer à la suite, une petite remarque. On va revenir un petit peu en mécanique des fluides pour que vous compreniez mieux ce que représente l'opérateur rotationnel. Alors l'opérateur divergence, on avait vu hein, que ça caractérisait donc des explosions ou des implosions de quelque chose. Alors on avait vu le volume en mécanique des fluides pour la divergence de V, la vitesse, hein, avec explosion ou implosion d'une bulle de gaz.
Eh bien, l'opérateur rotationnel, bah, vous allez essayer de comprendre pourquoi il y a une histoire de rotation. Alors pour cela, on va imaginer, enfin revenir sur quelque chose dont on a parlé en mécanique des fluides, c'est le phénomène des vortex. Alors un vortex, par exemple une tornade, donc ça c'est un vortex avec de la vapeur d'eau, hein, ou alors un vortex dans de l'eau liquide, donc un tourbillon. Donc tornade, tourbillon, vortex. Alors on imagine que aussi bien sur une tornade que sur un vortex, un tourbillon sur l'eau, qu'on a donc des petites bulles de fluide, donc de la vapeur d'eau pour la tornade ou des gouttes d'eau liquide pour le vortex ici. On a donc des petites bulles de fluide qui tournent autour d'un axe fixe de l'espace. Alors si cet axe on l'appelle OZ, on appelle cet axe OZ, voilà OZ, eh bien on va imaginer qu'il y a comme un solide en rotation autour d'un axe fixe, on a donc du fluide en rotation autour d'un axe fixe. Le vecteur rotation, je vais l'appeler oméga. Là, j'ai représenté en rouge la trajectoire d'une bulle de vapeur d'eau ou d'une bulle d'eau liquide, hein, tornade, tourbillon, tout ça, c'est des vortex. Vu de dessus, j'ai l'axe Z et j'ai le vecteur oméga qui est donc dirigé selon l'axe Z, et j'ai la petite goutte qui tourne. Alors, on a déjà vu dans divers exercices que on pouvait modéliser le phénomène par un champ des vitesses pour les petites bulles ou les petites gouttes de fluide. V de M égale V de R Uθ en coordonnées cylindriques, avec petit r la distance à l'axe Z et Uθ le vecteur unitaire orthoradial. D'accord? Eh bien, si j'appelle oméga oméga UZ, le vecteur rotation, si vous voulez, un peu, puisque ça tourne autour d'un axe fixe, et si je calcule le rotationnel de V, eh bien, le rotationnel de V il est égal à 2 oméga. Alors là, c'est pas vraiment à votre programme, ça vous sera rappelé dans l'énoncé si jamais on vous propose ça en exercice à l'écrit ou à l'oral. Si je calcule le rotationnel du champ des vitesses, eh bien, je vais trouver effectivement 2 oméga, avec oméga, le vecteur, on l'appelle pas vecteur rotation, on l'appelle vecteur tourbillon, mais ça a la même signification que le vecteur rotation en mécanique du solide. Et en effet, si vous prenez donc V égale V de R Uθ, oméga égale oméga UZ, si vous calculez le rotationnel de V, alors ici en cylindrique, donc bien sûr vous reprenez l'opérateur qui est ici, avec ici le vecteur A c'est le vecteur V, le vecteur vitesse. Il y a uniquement des composantes selon Uθ, alors ici c'est phi et pas θ, enfin ça c'est pas grave. Donc vous avez un A indice Z qui est nul, A indice ρ qui est nul, voilà, donc vous voyez bien qu'au final il reste juste un terme. Et vous pouvez vérifier que ça redonne bien, donc V de R égale R oméga. Tiens, comme par hasard, R oméga, donc la distance fois le vecteur rotation. D'accord? Donc rod de V égale 2 oméga, vous redonne effectivement V égale R oméga. Donc on retrouve l'idée de particules en rotation autour d'un axe avec une vitesse angulaire fixe. Donc c'est bien ce qui caractérise les vortex et tourbillons. Donc rotationnel de V est bien lié, alors il y a le coefficient 2, mais vous n'avez pas à apprendre par cœur ça, je le répète, c'est juste une remarque. C'est pas au programme en PSI en mécanique des fluides, mais on peut vous le faire utiliser si on vous le donne. Vous retrouvez bien l'idée que la rotation des bulles de fluide est liée au vecteur rotation. Voilà. Donc vous pensez au tourbillon, au vortex. Donc ça c'est concret, c'est la mécanique des fluides. Bien en électromagnétisme, on a besoin du même opérateur d'analyse vectorielle et on a gardé le nom. Le nom il vient de la mécanique des fluides. Donc rotationnel, rotation, tourbillon, tornade, vecteur rotation. Revenons maintenant à l'électromagnétisme. Alors, tout à l'heure, quand on a défini le champ électromagnétique, EB, j'ai fait attention de préciser que on exprimait, on définissait ce champ dans un référentiel. Alors prenons un exemple concret, hein. Là encore une fois, je vais vous démontrer un petit quelque chose, mais on n'est pas dans le cas général compliqué, tordu, non, non, quelque chose de très concret. Je prends le référentiel lié à la Terre, R, et je prends une voiture qui se déplace avec une vitesse par rapport à la Terre, mais une vitesse qui peut dépendre du temps, donc elle n'est pas forcément en translation rectiligne uniforme. J'appelle R' le référentiel lié à la voiture. J'ai donc deux référentiels différents. Ensuite, je m'intéresse à un point M quelconque, dans la voiture ou pas, peu importe. En ce point M à la date t, il y a une charge Q avec une vitesse V indice Q par rapport à R, par rapport à la Terre, à la date t. J'ai le droit d'utiliser, parce que je ne suis pas en physique relativiste, évidemment, pas ici en tout cas, j'ai le droit d'utiliser la loi de transformation de composition des vitesses. Donc la vitesse de Q par rapport à R, c'est la vitesse de Q par rapport à R', plus la vitesse de R' par rapport à R. C'est-à-dire la vitesse de la voiture par rapport à la Terre, si vous préférez. Alors, un principe universel qui n'a jamais été remis en cause, c'est l'invariance d'une force, par changement de référentiel. Toutes les forces sont invariantes par changement de référentiel. Si quelqu'un vous met une claque,
vous subissez donc une force, une action, une interaction, eh ben, peu importe le référentiel dans lequel vous allez exprimer cette force, vous ressentez la même chose. Donc une force, c'est parfaitement indépendant, invariant par changement de référentiel. Et c'est le cas aussi de la force de Lorentz. Et ça, c'est Einstein qui a utilisé donc ce postulat d'invariance de la force de Lorentz comme de n'importe quelle force, et c'est à la base de sa démonstration de la relativité restreinte, c'est-à-dire que le temps ne s'écoule pas de la même façon quand vous changez de référentiel, avec le paradoxe des jumeaux, interstellaires et compagnie. Donc c'est puissant quand même. Donc invariance de la force de Lorentz. Ça veut dire que la force de Lorentz exercée sur la charge Q qui est en M à la date T, c'est la même que vous l'exprimiez dans le référentiel R ou R'. Sauf que la vitesse de la charge Q, c'est pas la même dans le référentiel R et dans le référentiel R'. Donc ça, c'est la force de Lorentz exprimée dans R, avec la vitesse vécue dans R, B et E exprimés dans R. Et ça, c'est la même force, mais exprimée dans R', avec la vitesse de Q dans R', E' et B', les champs électriques et magnétiques exprimés dans R'. Alors on peut simplifier par Q, évidemment, puisque la charge, c'est la même dans les deux référentiels. Et on dit que cette égalité doit être vraie, quelle que soit la vitesse de la charge, puisque j'ai aucune restriction sur la vitesse de la charge Q à la date T par rapport à la Terre. Elle peut être nulle, non nulle, elle peut être grande, petite, peu importe sa direction, ça n'a aucune importance. Donc, cette égalité doit être vraie si la vitesse de Q est nulle. Première possibilité. Et si la vitesse de Q est nulle, eh bien j'obtiens une relation, c'est que E doit être égal à E' moins V de R' par rapport à R vectoriel B'. Ok. Donc ça, c'est universel, puisque j'ai le droit de prendre la vitesse de Q égale à 0, donc ça veut dire que cette égalité, elle est universelle. Elle est indépendante, bien sûr, de la vitesse de Q. Donc je peux simplifier déjà dans l'égalité E, E' et le dernier terme. Ça veut dire qu'il me reste VQ vectoriel B égale VQ par rapport à R' vectoriel B'. Et ça, c'est pareil, c'est vrai quelle que soit la vitesse VQ par rapport à R. Donc si j'imagine qu'elle n'est pas nulle, pour avoir cette égalité tout le temps, c'est que B est forcément égal à B'. Voilà. C'est pas une démonstration ultra rigoureuse, je le reconnais, mais c'est ce qu'on attend de vous cette année, et on n'ira pas plus loin si vous avez besoin d'utiliser un changement de référentiel en électromagnétisme. On en déduira donc en conclusion que B égale B', c'est-à-dire que le champ magnétique, il est invariant par changement de référentiel. En physique non relativiste, on est d'accord, c'est-à-dire en physique classique. Donc si on travaille avec des vitesses non relativistes, donc des particules qui vont à des vitesses très petites devant la vitesse de la lumière, c. Très bien. Par contre, le champ électrique, lui, il va être non invariant. Il y a non-invariance pour le champ électrique. Le champ électrique E' dans R', c'est le champ électrique E dans R, plus un terme. Et ce terme fait intervenir le champ magnétique, B, qui lui, B ou B', peu importe, puisque lui ne change pas, et fait intervenir la vitesse de R' par rapport à R à la date T considérée. Donc attention, quand vous changez de référentiel, le champ magnétique ne changera pas, mais le champ électrique changera. Voilà. Et ça s'explique par l'invariance de la force de Lorentz. Je n'irai pas plus loin, ce n'est pas utile. Bien, alors on va faire une première pause, puisque je pense que pour mardi, je m'arrêterai là pour mardi, et je vais faire une autre vidéo pour la deuxième partie que je compte faire mercredi matin. Donc, vous suivrez la deuxième vidéo